Système répressif et criminel dont l'ampleur et la longévité sont exceptionnelles, le goulag est un phénomène historique majeur du XXe siècle. Créé dès 1918, les camps soviétiques deviennent au début des années 30 un système concentrationnaire, centralisé et organisé. La collectivisation des terres se solde par l'envoi au goulag de centaines de milliers de paysans. Cette main-d'œuvre forcée est exploitée pour construire les grandes infrastructures de l'URSS. Le goulag formait un pays à l'intérieur du pays, un continent perdu, une civilisation séparée, difficile à pénétrer. Aujourd'hui encore, méconnu et incompris. Le 26 janvier 1934, les délégués du 17e congrès du Parti communiste arrivent au Kremlin. Les dignitaires du parti sont déposés en voiture, comme Kirov ou Molotov. Les autres se pressent à l'entrée. Staline. Ce congrès marque le triomphe définitif de Staline. À la tribune, il est entouré de sa garde rapprochée. Les orateurs qui se succèdent portent au pinacle Staline, proclamé incomparable génie de notre époque, ou tout simplement le plus grand homme de tous les temps et de tous les peuples. Dans le cortège de louanges, aucune voix discordante ne remet en cause les grandes orientations prises en 1929-1930, qui ont pourtant abouti à des résultats catastrophiques. Chute de 40% de la production agricole, famine, baisse de 50% du pouvoir d'achat des ouvriers, explosion de la répression politique, développement du travail forcé. Sergueï Kirov baptise ce congrès « Congrès des vainqueurs », sous l'œil attentif de Nikita Khrouchtchev, responsable du parti à Moscou. Staline donne une explication aux difficultés rencontrées dans la construction du socialisme. La ligne politique étant juste, le parti ne pouvant se tromper, les problèmes et les retards ne peuvent résulter que d'une rupture entre ce qui a été décidé et ce qui a été fait. Si le plan quinquennal n'est pas réalisé, c'est qu'il y a eu sabotage. La thèse du complot permet d'expliquer le fossé considérable entre les promesses et la réalisation, le discours et la réalité.
11 mois plus tard, le 1er décembre 1934, Sergueï Kirov, membre du Politburo et premier secrétaire du parti de Leningrad, est assassiné par Léonid Nikolaïev, un jeune communiste. Kirov était l'amant de la femme de Nikolaïev. L'assassinat de Kirov, acte isolé, lié à la jalousie d'un mari trompé, tombe à pic pour Staline. Staline s'empare de l'assassinat de Kirov pour déclencher la répression. En 3 semaines, le NKVD, nouveau nom de la GPU, feint de découvrir que le crime était l'œuvre d'un prétendu centre de Leningrad. Les membres de ce centre sont aussitôt jugés à huis clos et exécutés. C'est le prétexte pour s'attaquer à Zinoviev et Kamenev eux-mêmes, les compagnons de Lénine. Ils sont arrêtés et jugés pour complicité idéologique avec les assassins de Kirov. La machine répressive s'emballe. Le 17e congrès du Parti communiste avait solennellement proclamé que la construction du socialisme était achevée en URSS. Désormais, s'ouvre, selon le jargon emphatique, la voie à une ère d'abondance inédite dans l'histoire de l'humanité. Comme le clame la propagande officielle, la vie est devenue meilleure. La vie est devenue plus gaie. Cette formule, extraite d'un discours de Staline, est affichée dans tous les lieux publics et même sur les portails d'entrée des camps de travail. Les films de propagande montrent des soviétiques heureux, goûtant au charme d'une sorte de Dolce Vita. Les fonctionnaires du parti et de l'État forment une classe de privilégiés, la nomenclatura. En attendant que l'abondance annoncée bénéficie à tous, elle profite à quelques milliers d'apparatchiks qui jouissent d'avantages matériels, appartements confortables, magasins spéciaux et vacances sur la mer Noire. Tandis que la nomenclatura s'amuse, le nombre des détenus du goulag franchit pour la première fois, en 1935, la barre du million. Un million de détenus auxquels s'ajoute un second million de proscrits, les déplacés spéciaux, les personnes déportées vers des villages de peuplement, situés généralement dans les mêmes régions inhospitalières que les camps du goulag. Après la construction du canal Baltique-Mer Blanche, après l'exploitation de l'or de la Kolyma, le Politburo confie au NKVD la maîtrise d'un nouvel ouvrage pharaonique, la construction d'une voie d'eau qui reliera la Moskova à la Volga. Aussitôt la construction du canal Baltique-Mer Blanche achevée en juin 1933, une partie de la main-d'œuvre du BBK est transférée sur ce gigantesque chantier du Dmitlag, du nom du complexe concentrationnaire chargé des travaux du canal Moskova-Volga.
Минуточку внимания, граждане. По заданию нашего правительства и партии, по инициативе нашего любимого вождя товарища Сталина, сейчас приступаем к стройке величайшего в мире канала, соединяющего Москву с Волгой. Вы, граждане, сюда пришли как правонарушители. Но мы вас встречаем как людей, которые включаются в выполнение величайшего в мире задания правительства. И через честный труд, через честное отношение к работе завоюет себе право возвратиться в семью трудящихся. Le travail titanesque s'accomplit, cette fois encore, en musique, comme le montre la propagande du régime. Les camions et les machines font leur apparition. Mais malgré ces débuts de mécanisation, les zèques continuent de creuser, de souffrir, de mourir. À son apogée, près de 200 000 détenus travaillent sur le chantier. 30 000 y perdent la vie. En 1936, lors de la phase finale de la construction du canal, qui doit être prêt pour le 20e anniversaire de la Révolution, en octobre 1937, la journée de travail sur le chantier est étendue à 12, voire 14 heures par jour. Les équipes se relaient jour et nuit, dans le froid et le vent. Des conditions climatiques apocalyptiques. Staline, en personne, rend visite au chantier. Les images montrent les zèques saluant avec enthousiasme le petit père des peuples qui les a envoyés en enfer. Un autre grand chantier est lancé avec la main-d'œuvre exploitée du goulag. C'est le tracé d'un second transsibérien baptisé BAM, Baïkalo, Amurskaya, Magistral. La construction de cette voie ferrée stratégique, longue de plus de 1500 km, commence en 1933 et se poursuit jusqu'au milieu des années 1940. À la fin des années 1930, le chantier exploite la force de travail de près de 200 000 détenus, dont 10 000 perdent la vie. Un mort tous les 150 mètres. Dans le vaste bassin de l'Ourta et de la Petchora, au nord du cercle polaire, le sous-sol est riche en pétrole et en charbon. Au début des années 30, les esclaves du goulag sont envoyés en masse pour mettre en valeur cette région infestée de moustiques. « 100 000 zèques creusent des puits pour extraire le minerai. Il y aura bientôt 20 mines de charbon. En hiver, les températures descendent jusqu'à -60. La nuit arctique dure 3 mois. C'est dans cette catacombe glacée que les détenus créent à partir de rien la ville de Vorkuta, qui va devenir la capitale de l'un des plus grands bassins houillers du RSS. À Vorkuta sont envoyés, selon la terminologie du NKVD, les criminels politiques les plus dangereux.
En 1936, commence la construction d'une voie ferrée que la neige et la glace bloquent une bonne partie de l'année. Le goulag, au milieu des années 30, est devenu une administration tentaculaire qui exploite la force de travail de l'ensemble des détenus du RSS. Le goulag, véritable industrie pénitentiaire, devient un rouage essentiel de l'économie soviétique. L'emplacement des camps coïncide avec la carte des grands chantiers. Au Dmitlag, 200 000 détenus creusent le canal qui doit relier la Moskova à la Volga. Au Belbaltag, 70 000 détenus sont chargés des travaux d'entretien du canal Baltique-Mer Blanche. À l'Ourtpetchlag, 100 000 détenus travaillent dans les gisements de charbon et de pétrole du bassin de l'Ourta et de la Petchora et construisent la ville de Vorkuta. Au Karlag, 30 000 détenus mettent en valeur les terres vierges du Kazakhstan. Au Siblag, 60 000 détenus travaillent dans les mines de charbon du Kouzbas. Au Dalag, 70 000 détenus construisent les voies ferrées et les routes dans la région de Khabarovsk. Au Bamlag, 200 000 détenus construisent la ligne de chemin de fer reliant le lac Baïkal au fleuve Amour. Au Dalstroï, 80 000 détenus exploitent l'or de la Kolyma. Les complexes concentrationnaires prolifèrent comme des métastases. Троцкисты и бухаринцы, товарищи судьи, этот право-троцкистский так называемый блок, верхушка которого фигурирует сейчас здесь на скамье подсудимых, это не политическая партия, это не политическое течение, это банда уголовных преступников. И не просто уголовных преступников, а преступников, продавшихся вражеским разведкам, преступников, которые даже уголовники третируют как самых падших, самых последних, самых презренных, самых растленных из растленных. Au cours des 3 procès de Moscou d'août 1936, de janvier 1937 et de mars 1938, entièrement fabriqués, les plus éminents représentants de la vieille garde léniniste, soumis à la torture, avouent publiquement leurs crimes de trahison, de sabotage et de terrorisme. Sans sourciller, Staline fait exécuter ses vieux camarades Zinoviev, Kamenev, puis Boukharine. 10 ans auparavant, il les serrait dans ses bras. Товарищи, троцкисты-зиновьевцы, которые являются прямыми врагами рабочего класса трудящихся, докатились до того, что они объединились с фашистами, объединились со всей нечистью, которая злобствует против первого советского государства, где господствует труд, где господствует рабочий класс вместе со всем трудовым народом нашего Советского Союза. À l'instar de Khrouchtchev, une intense campagne est lancée dans tout le pays pour stigmatiser les accusés des procès. Il faut faire admettre que les héros révolutionnaires d'hier sont devenus des traîtres et des espions. Я думаю, товарищи, что выражу мнение всех здесь присутствующих и мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять. Никакой пощады врагам!
Des réunions publiques et des meetings, dans les usines ou les kolkhozes, désignent à la vindicte populaire les dirigeants déchus comme boucs émissaires responsables des difficultés rencontrées dans la construction du socialisme. Les procès de Moscou sont les vitrines de la Grande Terreur. Focalisant l'attention du monde, ils masquent les liquidations dans les caves des prisons ou les locaux du NKVD. L'exécution des vieux bolcheviks occulte l'étendue de la répression qui frappe les anonymes. En quelques mois, en effet, 120 000 cadres communistes sont arrêtés et condamnés, dont la moitié à la peine de mort. Alexandre Prokhorov, ingénieur membre du Parti communiste, est arrêté en 1937. 3 personnes sont arrivées sur le coup de minuit. L'un s'est planté à la porte, les 2 autres ont commencé leur perquisition. Ils ont réveillé mon fils, ils étaient à la recherche d'écrits contre-révolutionnaires. Mais ils n'ont rien trouvé. Et malgré ça, je me suis retrouvé à la Loubianka. La Loubianka à Moscou est le siège du NKVD. C'est une prison où on torture et où on fusille. Olga Adamova-Sliosberg, également militante communiste, est arrêtée chez elle. Nous avons été arrêtés pour avoir participé au complot visant à tuer Kaganovitch. Kaganovitch, je ne l'avais jamais vu de toute ma vie. Mon fils de 6 ans était assis dans sa chambre. J'entre et je lui dis « Ne pleure pas, mon chéri, je pars en mission. » Il me répond « Papa est en mission, maintenant toi aussi? Et si la nounou s'en va en mission, avec qui resterons-nous » Sur l'initiative directe de Staline, les membres de la famille des responsables communistes déchus sont eux aussi poursuivis et arrêtés, en particulier leurs épouses. Sur ce document annoté au crayon bleu par Staline, il ajoute de sa main que les familles des traîtres à la patrie soient condamnées systématiquement à une peine de 8 ans de camp de travail et non de 5, comme prévu initialement. En même temps que les membres du parti, des milliers de responsables du NKVD sont liquidés, comme le père de Mikhail Polyatchek. Il est rentré chez nous, a posé sa valise, m'a pris dans ses bras, et à ce moment-là, les agents du NKVD ont sonné à la porte. Ensuite, on ne savait pas ce qui se passait. Et puis on nous a dit qu'il avait écopé de 10 ans sans droit au courrier. Sans droit au courrier signifie exécution. Maman, dans un sens, elle est morte en 1938. Tout s'est éteint en elle. Ça a représenté un coup d'une telle violence. C'était encore une jeune femme, elle avait 38 ans. Mais elle est morte de l'intérieur. Les chefs de camp du Goulag n'échappent pas à la purge. Exemple parmi bien d'autres, Édouard Berzin, l'homme à la Rolls, qui avait dirigé l'ensemble concentrationnaire de la Kolyma, est fusillé dans les caves de la Loubianka. Ou encore Alexandre Noktev, premier commandant du camp des Solovki, arrêté en 1938 et déporté au Goulag. L'armée, à son tour, est épurée.
Le maréchal Tukhachevski, qui n'a cessé de dénoncer le danger hitlérien, est accusé d'être un espion de la Gestapo. Il est exécuté en juin 1937. Avec lui, 40 000 officiers supérieurs, dont l'immense majorité des généraux, sont éliminés. L'Armée rouge est décapitée. La purge des élites politiques, économiques, militaires, policières a pour objectif de remplacer les cadres de la période révolutionnaire léniniste par une nouvelle génération plus jeune, politiquement et idéologiquement plus obéissante et malléable, façonnée dans l'esprit stalinien. Ainsi est promue une nouvelle couche de jeunes dirigeants qui devront leur carrière vertigineuse au guide et lui seront donc dévoués corps et âme. La révolution dévore ceux qui l'ont faite. L'épuration des cadres communistes est impressionnante. Mais les exécutions de masse touchent bien au-delà des communistes, qui ne représentent qu'1 dixième des victimes. En 1936, Yagoda, chef du NKVD depuis 1934, responsable de l'expansion du goulag, est arrêté. Il est fusillé en 1938 comme trotskiste de droite. Партия поставила во главе НКВД верного своего сына, друга и соратника товарища Сталина Николая Ивановича Ежова. Surnommé le Nabot sanguinaire, Yejov, à peine plus d'1,50 m, nommé à la tête du NKVD, va devenir l'exécutant du plus grand massacre d'État jamais mis en œuvre en Europe en temps de paix. En 16 mois, d'août 1937 à novembre 1938, environ 750 000 citoyens soviétiques sont éliminés, après avoir été condamnés à mort par un tribunal d'exception à l'issue d'une parodie de jugement. Soit près de 50 000 exécutions par mois, 1600 par jour. Durant la Grande Terreur, un soviétique adulte sur 100 est dans le plus grand secret exécuté d'une balle dans la nuque. Exemple parmi des centaines de milliers d'anonymes, Gavril Bogdanov, ex-koulak évadé de son exil en Sibérie, il est arrêté le 8 août 1937, photographié le 12, accusé d'agitation contre-révolutionnaire, interrogé le 15, condamné à mort le 19 ainsi que l'atteste l'ordre d'exécution, et fusillé le 20 août. Le point de départ de cette meurtrière liquidation de masse est la note manuscrite rédigée le 2 juillet 1937 par Staline. Le dictateur rouge demande que les plus hostiles des criminels soient immédiatement arrêtés et fusillés. En application de cette note, Nikolai Yejov édicte le 30 juillet 1937 l'ordre opérationnel du NKVD numéro 00447, envoyé à tous les dirigeants régionaux du NKVD. Ce document inouï, responsable de la mort de centaines de milliers de personnes, précise que les organes de sécurité intérieure ont pour mission d'éradiquer de la manière la plus féroce
toute cette bande d'éléments anti-soviétiques et d'en finir une fois pour toutes avec les éléments qui sapent les fondements de l'État soviétique. Les suspects sont divisés en 2 catégories. La première signifie l'exécution. La deuxième, l'envoi au goulag pour 10 ans. L'ordre numéro 00447 présente ensuite des quotas, région par région, du nombre d'individus à réprimer. Dans la première colonne, les exécutions. Dans la deuxième, l'envoi au goulag. L'opération débutée en août 1937 est prévue pour 4 mois. En réalité, elle va durer 15 mois. Le ton est donné par Yezhov à la veille du lancement de la Grande Terreur. Si pendant cette opération, on fusille 1000 personnes de plus que prévu, il n'y a là rien de grave. Ces opérations secrètes, planifiées et centralisées sont décidées et mises au point au plus haut niveau du parti, par Staline et Yezhov, et les plus proches collaborateurs de Staline, Molotov, Kaganovitch, Voroshilov, Mikoyan. Ces opérations secrètes de masse ont pour fonction d'éradiquer définitivement les éléments nuisibles dans un but de purification de la société soviétique. La terreur envahit le quotidien. Les citoyens soviétiques tétanisés ne vivent plus que dans l'angoisse de l'arrestation. À 3 heures du matin, ils sont arrivés et ont frappé à notre porte. Il a ouvert. 3 fonctionnaires du NKVD entrent et lui demandent « Qui vit ici avec vous ?» Il répond « Ma femme et mes 2 enfants. Alignez-vous contre le mur, tous les 4. » Et ils ont continué à chercher et ils n'ont rien trouvé. Mais ils ont emmené papa. On est allé à la prison. Là-bas, il y avait une foule de gens qui faisaient des demandes d'informations par écrit. Avec maman, on a fait pareil. Quelqu'un nous a dit « Ah, ce sont des prisonniers politiques. Ils ont été envoyés en Sibérie la nuit dernière, dans un train de marchandises. Il n'est plus là. Vous n'entendrez plus parler de lui pendant les 20 prochaines années. Vous serez sans droit au courrier. » Le crime de masse se caractérise par le secret qui l'entoure. Secret du jugement, prononcé à huis clos. Secret de l'exécution, mise en œuvre dans des lieux tenus secrets. Les familles des condamnés à mort ne sont jamais informées de la sentence. En prison, il n'arrêtait pas de les tourmenter. Quand mon père s'est retrouvé là-bas et qu'ils ont commencé à l'interroger, il a refusé de signer le procès-verbal. Comme c'était un boxeur poids léger, il pouvait soulever un homme en le tenant par la gorge et le plaquer contre le mur. Il n'a pas signé et les a tous projetés hors du bureau. Où est-ce qu'on les a emmenés? Ils ont fermé l'arrière du camion et c'est tout. C'était pas un véhicule clos, c'était un camion de transport de marchandises. C'est la dernière fois que j'ai vu mon père. Comment l'oublier? Ça vous hante pour toujours.
J'étais présente quand ils ont arrêté ma mère. Ça s'est passé à minuit. J'étais déjà au lit. Des agents du NKVD ont pénétré la chambre où je dormais. Je pouvais entendre le martèlement des bottes. Ma mère m'a embrassée avant de partir. Je suis restée silencieuse, recroquevillée de peur. Une peur à la fois mentale et physique. Et je n'ai pas bougé. Quand ma mère est partie, je ne voyais même pas clairement. Mes yeux étaient remplis de larmes. J'ignore dans quelles circonstances ils ont arrêté mon père. Je n'ai plus jamais revu mes parents. La Grande Terreur se traduit par un afflux sans précédent de détenus dans les camps. En 2 ans, près d'1,5 million de personnes, celles de la catégorie 2 qui ont échappé aux exécutions par les sbires de Yezhov, sont envoyées au goulag. En janvier 1939, on compte près de 2 millions de détenus, dont 43% de politiques, condamnés en vertu de l'article 58 du Code pénal pour crimes contre-révolutionnaires, un pourcentage qui ne sera plus jamais atteint durant la période stalinienne. La Grande Terreur prend fin soudainement par une décision de Staline le 17 novembre 1938. Les exécutions sont stoppées et Yezhov est mis en cause. Il démissionne de toutes ses fonctions. Le nain sanguinaire devenu alcoolique est exécuté en 1940. Dites à Staline que je mourrai avec son nom sur mes lèvres, lance-t-il avant d'être fusillé. En 1938, Lavrenti Beria succède à Yezhov à la tête du NKVD. C'est un intime de Staline. Beria est un tueur professionnel qui s'est fait la main en Géorgie. L'une de ses premières tâches est de réorganiser en profondeur le goulag dans le but de le rendre plus rentable du point de vue économique. Une vaste inspection des camps, entreprise au début de 1939, dresse un bilan catastrophique de l'état physique des zèques, qui ne sont plus en état de travailler. Toute l'organisation interne du goulag est remaniée. Les immenses ensembles des camps sont décentralisés, divisés en unités plus petites et restructurés par branches économiques. La fonction productive du goulag ressort avec force dans les nouvelles structures internes. Les directions centrales ne sont plus géographiques, mais économiques. Direction des constructions hydroélectriques, direction des constructions ferroviaires, direction des métaux non ferreux, etc. À l'approche de la guerre, le NKVD reçoit du gouvernement des commandes de plus en plus stratégiques. La construction ou la remise en état par la main-d'œuvre détenue de plus de 200 aérodromes militaires. Le 23 août 1939, Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich, s'envole pour Moscou. À la surprise du monde, l'URSS et l'Allemagne nazie signent un pacte de non-agression. Une clause du protocole secret, joint au pacte, prévoit le dépeçage de la Pologne. L'Armée rouge envahit la Pologne le 17 septembre, 17 jours après que la Wehrmacht l'eut de son côté attaquée.
Bientôt, officiers nazis et soviétiques font la jonction et se partagent le pays. Aussitôt sur le territoire polonais occupé par l'Armée rouge, le NKVD est au travail. Environ 25 000 citoyens polonais appartenant aux élites militaires, civiles et économiques du pays sont exécutés en avril 1940 comme ennemis jurés du système soviétique. Des milliers d'officiers sont exécutés d'une balle dans la nuque et enterrés dans des fosses communes à Katyn et ailleurs. Par ailleurs, entre septembre 1939 et juin 1941, environ 110 000 citoyens polonais sont arrêtés et condamnés par les juridictions d'exception du NKVD à de lourdes peines de travaux forcés dans les camps du Goulag. Parmi eux, de nombreux Juifs qui ont fui les territoires occidentaux de la Pologne, envahis par les Allemands. Enfin, en 18 mois, environ 320 000 citoyens polonais sont déportés vers les villages de peuplement qui bordent les camps du Goulag au nord de la Russie, en Sibérie et au Kazakhstan. Après la Pologne, l'Armée rouge occupe les pays baltes. La soviétisation commence en Estonie, Lituanie et Lettonie. Le NKVD, là encore à l'œuvre, encadre la population. Tandis que la police politique organise des défilés spontanés, elle orchestre dans l'ombre arrestations et déportations. Le père de Johanna Muraikene est arrêté à son domicile. Je suis entrée dans notre chambre. Ma sœur crie, pleure, tandis que maman reste assise sur sa chaise, le regard fixe, au loin. Je demande aussitôt qu'est-ce qui s'est passé. Ma sœur me répond, ils ont pris papa. Ils ont arrêté papa. Au printemps 1941, le NKVD organise de grandes rafles dans les territoires nouvellement conquis. De la zone d'occupation soviétique en Pologne, de la Moldavie, annexée par l'URSS en août 1940, des pays baltes, des dizaines de milliers de personnes sont déportées vers des camps de Sibérie ou du Grand Nord. Le 22 juin 1941, la Wehrmacht attaque l'URSS. La poussée allemande est foudroyante et fait des centaines de milliers de prisonniers soviétiques. Les villes et les villages sont rasés et incendiés. L'avancée allemande des premiers mois de la guerre contraint le NKVD à évacuer dans la précipitation les prisons et les camps situés dans la partie occidentale de l'URSS. De juillet à décembre 1941, plus de 700 000 détenus sont transférés vers l'Est. Faute de moyens de transport, tous mobilisés pour l'effort de guerre, nombre de détenus sont évacués à pied, sur des distances atteignant des centaines de kilomètres. Ces évacuations se transforment souvent en véritable marche de la mort, au milieu du chaos ambiant. Lorsque le temps manque pour organiser le transfert, les détenus sont sommairement abattus.
Rien qu'à Lvov, 7000 prisonniers sont liquidés. À leur arrivée, les nazis exhument les charniers et s'en servent pour leur propagande. L'administration du Goulag gèle dès le premier jour de l'invasion allemande toute libération des prisonniers politiques. En revanche, près de 600 000 détenus condamnés pour des délits mineurs sont libérés avant l'expiration de leur peine et aussitôt incorporés dans l'armée. Au total, durant les années de guerre, plus d'1 million de détenus de droit commun bénéficient d'une remise de peine et passent directement du Goulag au front. Dans les camps du Goulag, les conditions de détention se dégradent dramatiquement. L'évacuation vers l'est de centaines de milliers de détenus aggrave encore le surpeuplement dans les camps. La norme calorique d'alimentation chute en 1942 de 60% par rapport à celle d'avant-guerre. Les détenus sont réduits à la disette, voire à la famine. Dans l'hiver 41-42, un quart de la population du Goulag meurt de faim. En 1942, le typhus et le choléra refont leur apparition dans un certain nombre de camps. Au début, nous étions tellement heureuses d'être libérées d'un travail si dur. Mais après, on a commencé à avoir de la fièvre, des hallucinations. Les femmes déliraient, s'agitaient dans tous les sens. Celles-là, elles étaient emmenées, mais on ne savait pas où. Elles ne sont pas revenues. Nous, on s'en est sortis. On ne nous a rien donné, rien. Aucun médicament. On a survécu. Tout le monde sait bien que l'année la plus meurtrière au Goulag était l'année 1942. L'hiver 41-42 a fauché des vies sans pitié. Les gens mouraient de faim, de froid, d'épuisement. Dans ce camp, il y avait plein de crevards. C'est le seul camp où j'ai vraiment vu des cadavres. Les gens y mouraient de dystrophie, de faim, à cause d'une nourriture infecte, des poux, de la saleté et tout le reste. Que des malades dont on pouvait voir le désespoir dans leur âme, dans le regard. Partout, des gens qui ne peuvent plus rien faire et ne veulent plus rien faire, et qui considèrent que tout est fini. Une mortalité énorme. Tu descends de ton chalit et tu cries à la dame de service. Eh, on en a encore 2 qui ne bougent plus. C'est bon, on va les emporter, on va les emporter. Donc un camp où il n'y a plus aucune vie, aucune conscience du fait que ce sont des êtres encore humains qui ont des désirs. Et ensuite, ils étaient empilés. Ils n'étaient plus reconnaissables. Ce n'étaient plus des individus, pas des singes, juste des êtres chevelus, sales, la peau sur les os, et leurs haillons sur le corps. Sinon, impossible à dire si c'était des êtres humains ou Dieu sait quoi. On faisait comme avec du bois,
on empilait les corps. Chaque corps avait une petite planche de bois sur laquelle il était écrit le nom, la date de naissance, l'article de condamnation et la peine. Ce morceau de bois était attaché à leurs jambes. À partir de l'été 1943, l'avancée de l'armée rouge commence à libérer les territoires qui avaient été conquis par la Wehrmacht. Les soldats soviétiques sont accueillis avec joie par une population qui a subi une terrible occupation allemande. Mais les arrestations orchestrées par le NKVD recommencent aussitôt. Le seul fait d'être resté travailler en territoire occupé vaut arrestation et condamnation pour trahison de la patrie. Ainsi, Elena Markova, dont le père a été fusillé, est arrêtée à 20 ans en 1943. Pour cette affaire, à savoir d'avoir travaillé comme interprète à la Bourse du Travail, et je ne l'ai jamais caché, j'ai toujours dit oui, j'ai travaillé. J'ai finalement écopé de 15 ans de bagne. Pour ces prétendus traîtres, une nouvelle catégorie de camps au régime particulièrement dur est instaurée en 1943. Les bagnes. En 1944-1945, le nombre de bagnards augmente très fortement à mesure que l'armée rouge avance vers l'ouest. Les bagnes, en particulier en 1944-1945, étaient des endroits où les autorités considéraient que les suppôts des fascistes n'avaient qu'à crever. C'est pour ça que les bagnes se distinguaient par une très grande mortalité. Enfin, près de 4 millions de prisonniers de guerre, majoritairement allemands, sont internés et forcés de travailler à la reconstruction de l'URSS dans des camps dépendants du NKVD. Le régime de ces camps est similaire à celui du Goulag. Les images de la propagande soviétique tournées en 1944 montrent dans ce camp du Kazakhstan des prisonniers allemands traités avec humanité. Dans les faits, plusieurs centaines de milliers de prisonniers de guerre allemands meurent dans ces camps de maladie, de faim, de froid, de sévices. En avril 1945, l'armée rouge s'empare de Berlin. La fin de la guerre peut laisser espérer aux soviétiques des lendemains qui chantent. Il n'en est rien. L'archipel du Goulag continue son irrésistible prolifération.